Bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par DxO Labs pour vous présenter les nouveautés de DxO Optics Pro 11. Je suis Gilles Théophile et je vais assurer cette présentation. On verra le nouveau mode plein écran avec les possibilités de tri des images et comment s'en servir. La mesure spot qui est la nouvelle fonction intégrée au Smart Lighting et qui tient compte de la présence de visage pour optimiser l'exposition de vos images. On parlera également de la tonalité sélective si à la base elle ne change pas. Par contre, le comportement lui change et a été amélioré en fait, puisque les tons moyens sont mieux traités avec moins de dérives dans les hautes lumières et les ombres. Ensuite, nous verrons l'outil de correction des yeux rouges en mode automatique comme en mode manuel. En ce qui concerne le micro-contraste, sachez qu'on a également un nouveau mode de fonctionnement automatique qui va également tenir compte de l'éventuelle présence de visage, de bruit, pour réduire le réglage de l'outil. Et on terminera avec un petit tour par DxO Prime. Là encore, pas de nouvelles fonctions à proprement parler, mais une nette amélioration des performances et également des résultats obtenus qui permettent enfin d'envisager d'utiliser Prime dans un flux de travail beaucoup plus régulier et quotidien. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter le programme lui-même. Alors, DxO Optics Pro, c'est un logiciel qui a été conçu pour le traitement de vos fichiers RAW essentiellement, mais également des JPEG et des TIFF. Vous avez également la possibilité de traiter des fichiers DNG qui sont issus des applications Adobe comme Lightroom et Camera Raw par exemple, à condition que les boîtiers qui ont servi à faire les photos soient pris en charge par Optics Pro, bien évidemment. Alors, qu'apporte Optics Pro par rapport aux autres logiciels du marché? En fait, c'est une philosophie assez particulière, notamment Optics Pro repose principalement sur un mode de fonctionnement automatique. Et ce mode de fonctionnement automatique, lui, va mettre en œuvre ce qu'on appelle un autoréglage par défaut et également un module optique. Alors l'autoréglage par défaut, c'est tout simplement un certain nombre de corrections qui sont appliquées automatiquement dès l'ouverture des images. On va tout simplement corriger automatiquement la tonalité. On va également assurer la protection des couleurs saturées. Et il va y avoir également une correction automatique du bruit qui est parfaitement calibrée pour le matériel de prise de vue qui vous a servi. Alors donc, dès que vous ouvrez vos images dans Optics Pro, un certain nombre de corrections sont appliquées. Vous pouvez voir par exemple à droite, vous voyez la sous-palette DxO Smart Lighting qui est activée sur le mode uniforme, qui est le nouveau mode standard du Smart Lighting. Vous pouvez voir également à droite la réduction du bruit qui est appliquée. Et juste au-dessus, on a la balance des blancs originale, c'est-à-dire celle du boîtier que vous pouvez reprendre évidemment à la main. Alors, le logiciel est composé de deux onglets. Le premier, l'onglet organisé, vous permet tout simplement de gérer les sources, c'est-à-dire tous les dossiers dans lesquels vous avez stocké les images, et vous pouvez également créer des projets. Des projets, ce sont tout simplement des albums virtuels qui permettent de classer les images à votre guise par thème pour pouvoir travailler dans Optics Pro. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en créer un après avoir fait le tri des images en mode plein écran. Ensuite, on a l'onglet personnalisé. Cet onglet personnalisé, lui, contient en fait tous les outils de correction du logiciel répartis dans une palette outils essentiels qui contient les composants principaux et d'usage immédiat lorsqu'on traite des fichiers RAW. Et ensuite, on a tout un tas d'outils qui sont répartis dans toutes ces palettes pour traiter tout ce qui concerne la lumière, le contraste, la couleur. On a également les corrections optiques, la géométrie, la netteté. Et si vous avez FilmPack et Viewpoint installés sur votre ordinateur, ils apparaissent également automatiquement dans l'onglet personnalisé, ce qui vous permet de les utiliser en restant dans un flux purement RAW. Il y a également qu'on a un module d'exportation qui est assez complet. Vous voyez en bas à droite, export vers disque.
et on a un certain nombre de fonctions, export vers application, par exemple si vous voulez envoyer une image dans Photoshop, export vers Lightroom. Je vous rappelle également que Lightroom et Optics Pro communiquent très bien, vous pouvez cataloguer dans l'un et transférer vos fichiers RAW à traiter dans Optics Pro, ainsi qu'un certain nombre de services qui vont dépendre de la plateforme que vous utilisez. Alors en parlant de plateforme, Optics Pro tourne sur Mac et sur PC, et les corrections sont bien évidemment cross-platform, c'est-à-dire que ce que vous faites sur un Mac peut être tout à fait repris, corrigé sur un PC, ça ne pose aucun problème. Et on va attaquer tout de suite par la première nouveauté, le nouveau mode d'affichage plein écran qui a été conçu non seulement pour que vous puissiez admirer vos images en grand format, mais également vous propose quelques outils de tri pour pouvoir faire une sélection des images, le but étant de vous faire gagner du temps en vous concentrant uniquement sur les photos qui méritent d'être traitées. Alors j'ai créé un projet plein écran avant de créer la session avec un certain nombre de photos dans l'explorateur de fichiers. En bas, en fait, l'explorateur de fichiers qui est détachable et qu'on peut mettre sur un deuxième écran affiche tout simplement le contenu de la source sélectionnée. Alors dans ce cas, c'est un projet, mais ça peut également être un dossier, bien entendu. Alors on va passer maintenant au mode plein écran. Alors comment y accéder? C'est très simple. Vous avez plusieurs possibilités. La plus classique, c'est de passer dans le menu affichage en haut et de choisir le mode plein écran avec le mot visionneuse entre parenthèses, ou alors un raccourci clavier. Alors ici, on est dans une version Mac, donc ce sera majuscule commande F, et si vous êtes sur PC, c'est la touche F12 de votre clavier, tout simplement. Sinon, encore plus simple, dans la barre d'outils supérieure, au-dessus de la zone d'affichage de l'image, vous avez un nouveau bouton plein écran, et on va y passer immédiatement. Vous voyez, je clique dessus, et voilà mon affichage plein écran. Alors celui-ci occupe tout l'espace disponible en hauteur, alors pas en largeur. Pourquoi? Parce que le rapport largeur-hauteur des photos numériques ne correspond pas forcément à celui du format vidéo 16/9 ou 16/10 des écrans d'ordinateur. Donc ce qui explique pourquoi vous avez des bandes sur le côté. En fait, on retrouve un petit peu le principe des masques lorsqu'on regardait des films cinéma à la télévision à une époque maintenant révolue. Donc voilà pour le mode plein écran, on occupe toute la surface disponible de l'écran et là on va pouvoir regarder ces photos sans être dérangé ni perturbé par des éléments d'interface. Pour naviguer dans les photos, c'est très simple, vous pouvez utiliser les flèches du clavier. Vous voyez, là je vais utiliser la flèche droite du clavier et je passe à l'image suivante. J'ai également la possibilité de zoomer dans l'image en faisant un double clic. Vous voyez, dès que je fais un double clic, je passe en mode d'affichage 100%. Et pour revenir à un mode d'affichage adapté à la taille de l'écran, je refais un double clic dans l'autre sens. Alors vous allez me dire, bon, très bien, ce mode plein écran, je peux regarder mes photos sur mon 27 pouces, c'est formidable. Maintenant, ensuite, concrètement, que peut-on en tirer? Si vous avez la curiosité de cliquer sur la petite flèche qui se trouve en bas, vous allez afficher une petite barre d'outils. À gauche, le pavé indique le type de fichier. Donc ici, on a bien un fichier brut original avec le nom du fichier et son extension. Donc, dans ce cas, c'est un fichier RAW Canon. Vous avez également à droite statut avec un indicateur vert et un indicateur rouge et note, une note en étoile tout simplement. Donc pour appliquer une note, c'est très simple. On clique sur la 5e étoile pour noter 5 étoiles ou sur la 3e pour 3 étoiles. Le statut, je vais y revenir dans quelques secondes. D'abord, je voudrais vous montrer deux autres choses qu'on trouve en bas à droite de l'écran. Vous avez un point d'interrogation. Lorsque vous cliquez dessus, on affiche un menu qui vous explique tous les raccourcis clavier que vous pouvez utiliser en mode plein écran. Par exemple, avec la touche I, vous pouvez afficher les outils de navigation ainsi que les informations EXIF. Vous pouvez attribuer une note avec les flèches haut et bas du clavier ou tout simplement en utilisant le pavé numérique.
Vous voyez, par exemple, là, j'ai annulé ma note à 0 et je vais lui attribuer 4 étoiles. On a également la possibilité d'appliquer un statut pour le tri des images avec conserver, annuler le statut, c'est-à-dire un statut neutre tout simplement, ou rejeter. Vous voyez, si je veux conserver cette image, j'appuie sur la touche 7 du clavier et vous pouvez voir en bas mon petit voyant vert qui s'allume et que je vais retrouver plus tard dans la vignette lorsque je retournerai en mode d'affichage normal. Si je veux annuler le statut, j'appuie sur 8 et si finalement je décide de rejeter l'image, j'appuie sur 9. Vous l'avez déjà vu auparavant, je peux me déplacer d'une image à une autre avec les flèches latérales, enfin les flèches gauche et droite du clavier. Et là, je peux recommencer à attribuer une note et appliquer un statut de tri. Alors, si vous êtes utilisateur de Lightroom, sachez que vous avez également la possibilité de vous servir des raccourcis clavier standards du programme d'Adobe, à savoir PUX, P pour conserver, U pour annuler le statut, et X pour rejeter. Donc si vous avez l'habitude de travailler comme ça, vous pouvez également le faire dans OptiX Pro 11. Alors par contre, juste une petite chose, si les notes et les métadonnées sont transférables d'un programme à l'autre, par contre, le statut est une information propriétaire qui reste dans OptiX Pro et que vous ne pourrez pas voir dans Lightroom et inversement. On a également la possibilité de faire des rotations d'images lorsqu'on est en mode plein écran. Donc ici, sur Mac, c'est commande plus L et je pense que sur PC, c'est contrôle plus L. Donc vous voyez, là, je bascule à gauche, hein, L pour left, à gauche, et pour revenir vers la droite, commande ou contrôle plus R. Je peux également supprimer ma photo avec la combinaison de touches commande ou contrôle plus retour arrière. Et auparavant, on a vu qu'on pouvait zoomer dans l'image à 100% en faisant un double clic, mais on peut également le faire avec commande plus 0 pour revenir au mode d'ajustage et ajuster à l'écran comme vous pouvez le voir ici, ou commande plus 1 pour zoomer dans la photo. Et là, je fais commande ou contrôle plus 0 et je reviens en arrière. Ensuite, quitter le plein écran, c'est tout simplement la touche Escape ou échappement de votre clavier qui va vous permettre de sortir de ce mode plein écran, mais ça on le verra tout à l'heure parce que j'aimerais quand même trier quelques images pour vous montrer comment je vois la façon de travailler avec ces outils. Alors on a également parlé de l'outil EXIF et navigation, c'est soit la touche I, soit le petit bouton qui est complètement en bas à droite. Vous voyez, je vais cliquer dessus. Donc ma palette de raccourcis clavier s'escamote. Et là, je trouve un panneau d'information EXIF avec les paramètres principaux de prise de vue, à savoir le nom du boîtier, le nom de l'objectif, la vitesse d'obturation, l'ouverture, la sensibilité, l'éventuelle compensation d'exposition et la focale utilisée pour cette photo particulière. Si je zoome dans l'image, je peux me déplacer soit en la saisissant à la souris, comme ceci, ou alors tout simplement avec le pavé qui se trouve dans le panneau de navigation. Donc là, ça va me permettre, par exemple, d'inspecter la netteté des images. Alors, je vais revenir en mode adapté et je vais faire un tri d'images. Je vais tout simplement attribuer un statut conservé ou un statut rejeté à mes photos et après, je vais vous montrer dans l'onglet organisé comment j'organise mes projets de travail. Donc, on va partir du principe que je conserve cette image. Vous voyez, un statut donc conservé avec le petit voyant vert en bas. Je passe à l'image suivante. Celle-ci me plaît également. Celle-ci également. Celle-ci n'a rien à voir avec le sujet que je veux traiter. Alors je vais tout simplement la rejeter. Donc petit disque rouge. Celle-ci non plus n'a rien à voir avec ce que j'aimerais expliquer, donc même chose, petit disque rouge, et ainsi de suite. Vous voyez, je passe d'une image à l'autre,
Et ensuite, lorsque j'ai terminé le tri de mes images, je quitte le mode plein écran avec la touche Escape ou échappement du clavier. Vous voyez, je retourne dans mon onglet organisé et on peut voir toutes les vignettes avec les attributs de tri, les statuts de tri que j'ai appliqués aux images. Donc en vert les images retenues et en rouge les images rejetées. Alors évidemment on voit toujours les images neutres à côté. Alors comment travailler? Alors d'abord, ce que je veux, c'est ne voir que les photos que j'ai retenues, que je conserve, pour reprendre la terminologie employée par Optix Pro. Je vais d'abord les filtrer. Alors, dans la barre d'outils qui se trouve dans l'explorateur de fichiers, je clique tout simplement, je fais dérouler le menu, et vous voyez, je décoche images rejetées, je décoche également les images sans statut de sélection. Vous voyez, et là je me retrouve avec uniquement les 3 photos que j'ai décidé de retenir pour mon projet. Je les sélectionne, clic droit, créer un projet à partir de la sélection courante, et je vais appeler ça par exemple Solitaire du Figaro. Donc je clique sur créer et on peut voir en bas à gauche mon projet avec les 3 photos, et ensuite je peux passer au traitement des images. Donc voilà pour l'utilité du mode plein écran, qui non seulement permet de voir ces photos de manière bien plus agréable, surtout si on dispose d'un écran de taille généreuse. Maintenant on trouve des écrans de 24, 27 pouces à des tarifs vraiment absolument inimaginables il y a quelques années encore, et on peut monter jusqu'à 32 pouces, et là vos photos vous explosent littéralement au visage. On peut zoomer dedans, on peut attribuer des notes, on peut également attribuer un statut, conservé, neutre ou rejeté. Alors, juste pour l'anecdote, ces petits voyants verts et rouges, en fait, c'est un détournement, entre guillemets, d'une ancienne fonction, d'une très ancienne fonction d'Optix Pro, avec un indicateur tricolore rouge, orange, vert de statut de traitement. En fait, ça a été réemployé pour le tri des images. Et maintenant, nous allons passer à l'autre grande nouveauté d'Optix Pro 11, c'est la mesure spot. Alors, je vais simplement changer de projet. Alors, vous voyez ici, j'ai qu'une seule image. Pourquoi? Parce que j'ai un filtre qui est toujours engagé. On peut voir le petit bouton qui est bleu qui indique qu'il est actif. Et donc, pour revenir à un statut d'affichage normal, je réinitialise les filtres que j'ai engagés. Et donc là, je retrouve toutes mes photos, et je vais pouvoir passer maintenant à la mesure spot, qui est une nouvelle fonction du Smart Lighting. Alors le Smart Lighting est apparu déjà depuis un certain nombre de versions de Lightroom. On le trouve dans la palette outils essentiels à droite et également dans la palette lumière. Et en fait, le Smart Lighting se propose tout simplement de corriger, de traiter la tonalité de vos images. C'est-à-dire que vous allez tout simplement lui confier l'exposition et le contraste de vos photos. Alors, pour ce mode de fonctionnement, le Smart Lighting, avec la version 11, on dispose maintenant de 2 possibilités. On a un mode standard uniforme, donc qui est appliqué dès l'ouverture des images dans l'application. On est en mode léger puisqu'il y a plusieurs intensités de correction. Et on a également ce qu'on appelle une mesure spot. Alors je vais cliquer dessus, on va voir l'effet que ça va avoir sur l'image. Donc là, on assombrit un petit peu la photo. Smart Lighting uniforme. Vous voyez, si je clique sur le bouton comparer, ça c'est l'image avant. J'attends juste quelques secondes parce que je sais qu'il y a toujours du retard à l'affichage. Maintenant, je vais appliquer mon Smart Lighting uniforme, comme ceci. Donc on voit qu'un travail a été fait au niveau des lumières et du contraste de l'image. Et si je clique sur Mesure Spot, on peut voir un léger assombrissement de l'image. Alors je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Ce que je vais faire dans ces cas-là, je vais pousser l'intensité. Je vais me mettre sur fort.
voyez, donc voilà l'image corrigée avec la mesure spot pardon, en mode fort. Vous voyez, si je passe sur uniforme, j'ai une exposition qui est différente, notamment pour le fond de l'image. Et je vais repasser en mesure spot. On a le fond qui devient un petit peu plus dense. Et là, si vous arrivez à le voir à l'écran, dans la sous-palette Smart Lighting, on peut voir quelque chose qui s'appelle Outils, avec un pictogramme et une coche verte et un visage détecté. Alors donc en fait, maintenant, Optix Pro intègre un système de détection des visages qui va servir pour plusieurs choses. Premièrement, il va vous servir pour le Smart Lighting en mesure spot. Il va également vous servir pour le nouvel outil de correction des yeux rouges qu'on verra un petit peu plus tard vers la fin de la présentation. Et il va également servir pour le nouveau micro-contraste automatique, tout simplement pour ne pas pousser les réglages qui seraient néfastes en fait à un visage dans une photo. Donc cette détection de visage, elle a un rôle particulier. Ce n'est pas du tout une détection de visage pour faire de l'identification de personnes, mais ça vient en appui d'un certain nombre d'outils d'Optix Pro 11 et c'est également une des grosses nouveautés qui a été intégrée au logiciel. Le logiciel va tout simplement analyser l'image, va détecter le visage et va pondérer l'exposition de sorte que l'image soit équilibrée en respectant le visage. C'est-à-dire que si le visage est devant un fond sombre, par exemple, il va éclaircir le fond sombre, mais sans éclaircir, ou tout au moins sans éclaircir de manière exagérée le visage. Alors, on peut faire l'inverse également avec des visages sombres sur fond clair. Et là, on a une photo qui est assez spectaculaire pour ça. Alors, regardez, là, je suis en Smart Lighting uniforme en mode léger et je vais cliquer sur Mesure Spot. Vous voyez, donc on assiste à un léger éclaircissement de la photo. Et si j'augmente l'intensité, je passe par exemple sur Fort. Vous voyez, j'éclaircis considérablement ces deux personnes. Et l'exposition reste pondérée, elle reste parfaitement équilibrée. On va prendre un autre exemple. Vous voyez, donc là j'ai un fond sombre, je me remets en mode uniforme, je passe en mesure spot, donc j'ai un léger assombrissement de l'arrière-plan, un visage détecté, et maintenant je vais passer en mode fort. Vous voyez, donc là, j'éclaircis l'arrière-plan, j'éclaircis légèrement le visage, mais pas trop. Et maintenant, on va comparer à ce qu'aurait produit le mode uniforme. Vous voyez, en mode fort, c'est totalement différent. On a un éclaircissement assez important de l'arrière-plan, mais également qui se traduit également par un éclaircissement excessif du visage. Tandis que pour le même mode, donc l'intensité forte, en mesure spot, on a un résultat qui est beaucoup plus équilibré et beaucoup plus joli également du point de vue tonalité, contraste. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors en fait, tout dépendra de votre image. Ce que vous pouvez faire, c'est passer d'uniforme à mesure spot pour voir lequel des deux vous donne le meilleur résultat. Je vais revenir à cette photo. Vous avez peut-être remarqué dans la sous-palette qu'un seul visage a été détecté parce qu'en fait il y en a deux dans la photo. Celui de la petite fille a priori n'a pas été détecté. Alors pour quelle raison? Ça peut être simplement la distance, ça peut être l'alignement, la position de la tête, et dans ce cas-là vous avez la possibilité de reprendre la main. On va voir avec cet exemple comment faire, mais tout d'abord je vais zoomer dans la photo. Voilà, on va peut-être se mettre plutôt aux alentours de 40%, voilà. Et regardez, je vais maintenant dans la sous-palette Smart Lighting et je clique sur le pictogramme ou sur le bouton Outils. Et là, on peut voir sur le visage de cet homme un cadre qui représente tout simplement la zone d'intérêt. Donc, le visage a été détecté et l'image va être pondérée à partir de cette détection. Alors, ce cadre, on peut très bien le déplacer à la souris, comme ceci. Je vous montrerai tout à l'heure comment vous pouvez ajuster l'exposition, la faire varier grâce à ce système. Vous pouvez le supprimer avec la petite croix qui se trouve en haut à droite et vous pouvez également ajuster sa taille, l'agrandir ou le réduire.
Et bien entendu, vous avez la possibilité de tracer vous-même une zone de pondération. Vous pouvez voir dans la barre d'outils qui se trouve sur la photo, afficher les zones de pondération, donc qui est le nom officiel technique de cette fonction, même si on a tendance à parler de cadre ou de zone d'intérêt en informatique. Alors pour tracer une deuxième zone de pondération sur le visage de la gamine, je place tout simplement le pointeur de la souris. Vous voyez, le pointeur de la souris a changé puisque l'outil est activé, et je trace ma zone de pondération sur le visage, et l'exposition va être légèrement adaptée. Alors ça dépendra évidemment de l'éclairage du visage. Si celui-ci est sombre comme c'était le cas ici, ou clair, évidemment, l'aspect de l'image va changer plus ou moins subtilement. Donc vous avez la possibilité de dessiner et d'appliquer vous-même les zones de pondération. Vous pouvez les supprimer complètement et reprendre la main à 100%. Vous voyez, je vais juste tracer sur le visage de la petite fille. Vous voyez, donc l'exposition est automatiquement pondérée. Et au fur et à mesure, vous verrez que cet outil est vraiment performant, souvent subtil, c'est vrai, mais performant, et dès qu'on commence à le maîtriser, on arrive vraiment à saisir la subtilité, et tout ça contribue en fait à travailler plus vite et plus efficacement, tout simplement. Alors on va essayer avec une autre photo, et je vais déplacer, je vais réduire la taille de ma zone d'intérêt juste pour vous montrer quelque chose. Vous voyez, si je la pose sur un endroit très sombre, j'éclaircis les ombres. Si je la place sur une zone très claire, évidemment, je vais compenser en assombrissant la photo. Alors, ce qui est important ici, c'est qu'en fait, là, c'est une utilisation détournée de cette mesure spot, en fait, qui se réfère un petit peu à ce qui se fait sur les appareils photo. Mais sachez, retenez bien, et contrairement à ce qu'on commence à voir à gauche à droite sur les forums, sur Internet, ça a vraiment été conçu pour optimiser l'exposition de photos qui contiennent des visages. Ce n'est pas de la retouche locale en fait, et ça ne doit pas être considéré et utilisé en tant que tel. Donc, travaillez en mode automatique, et si jamais vous voyez qu'il y a un problème de détection de visage, vous pouvez tracer vous-même les zones de pondération. Donc voilà pour la mesure spot, donc une nouveauté du Smart Lighting, efficace comme toujours, les automatismes performants, franchement il y a de quoi, comme je disais auparavant, travailler avec plus de productivité, plus d'efficacité. Toutes ces fonctions, c'est pas du gadget, c'est ça vraiment un but, c'est d'aider le photographe à avancer dans son boulot, surtout que nous sommes tous confrontés au même problème, c'est le flux constant de nouvelles images. Donc voilà pour le Smart Lighting, la mesure spot. Et maintenant on va rester un petit peu dans les histoires de tonalité. On va parler des changements au niveau, des petites améliorations au niveau de la tonalité sélective. Alors, je vais venir plus tard sur un autre choix de photo. Je retourne dans l'onglet personnalisé. On va continuer avec la tonalité sélective. Alors, la tonalité sélective, vous voyez, ça se trouve également dans la palette outils essentiels, et c'est tout simplement un outil qui vous permet d'agir sur différentes plages tonales dans l'image. C'est-à-dire que pour aller au-delà de ce que vous propose le Smart Lighting, vous pouvez également ajuster les curseurs haute lumière, ton moyen, ombre et noir. Donc là, on va voir, par exemple, cette photo, moi je trouve que le Smart Lighting en mode léger ne donne pas beaucoup de présence au ciel. Donc on va voir ce qu'il est possible de faire. Donc je prends mon curseur haute lumière et je vais l'assombrir. Vous voyez, donc là, je récupère pas mal d'informations dans le ciel. Et par contre, j'ai également légèrement assombri les tons moyens. Donc je vais pouvoir les éclaircir sans trop affecter le ciel, bien sûr. Donc là, je pousse un peu les réglages pour que vous puissiez bien voir comment ça fonctionne. En fait,
les algorithmes ont été améliorés, donc les tons moyens peuvent être corrigés de manière plus précise, plus subtile, sans affecter les autres parties de la plage tonale. Voilà, pour les ombres, pareil, on peut redonner de la pêche en réduisant les ombres et en densifiant l'image avec le curseur noir. Donc vous voyez, avec la tonalité sélective, c'est tout simplement une correction d'exposition, une correction de la plage tonale par zone qui est très efficace et qui arrive à bien déterminer les différentes zones. Donc voilà pour la tonalité sélective, seule nouveauté ici, des algorithmes qui ont été améliorés. Alors maintenant on va revenir à des histoires de visage. On va parler de la correction des yeux rouges. Alors je retourne dans l'onglet organisé, vous voyez, et je me suis préparé un petit projet qui s'appelle yeux rouges. En vert, c'est l'automatisme qui marche parfaitement, et en rouge, c'est le besoin de recourir à une correction semi-automatique. Alors, on va zoomer sur cette demoiselle, comme ceci, vous voyez, là, les yeux rouges sont quand même... alors, c'est pas du tout un montage ni quelque chose qui a été fait dans Photoshop pour la présentation, hein, c'est vraiment des yeux rouges qu'on peut avoir lorsqu'on utilise une longue focale avec un coup de flash, par exemple. Là, je vois 70-200 à 200 mm de focale, donc en fait, on a un axe entre le flash et l'objectif qui est très fermé, et du coup, on a les yeux rouges. Ça m'est encore arrivé ce week-end lors d'un spectacle de danse avec un 70-200 avec un flash pourtant diffusé, et je me suis retrouvé avec des yeux rouges. Donc non, les yeux rouges n'est pas synonyme de mauvais photographe, c'est tout simplement parce que c'est un phénomène que parfois on ne peut pas éviter. Alors comment corriger les yeux rouges dans Optix Pro? Eh bien, la version 11 vous apporte un tout nouvel outil qui se trouve à deux endroits différents. On peut l'activer dans la barre d'outils supérieure. Vous voyez ici, on a un pictogramme en forme d'œil, et on peut le retrouver également dans la palette détail avec la sous-palette yeux rouges qui se trouve ici. Alors je vais tout simplement cliquer sur le pictogramme tout en haut. Vous voyez, et voilà, terminé. C'est magique. Donc les yeux rouges ont été corrigés. Vous voyez, dès que je passe le pointeur de la souris dans l'image, on voit des cercles. En fait, ce sont les ellipses, ce sont les zones des pupilles, tout simplement, qui apparaissent dans les yeux. En fait, ça marche exactement comme les cadres de sélection, les zones de sélection de la mesure spot. En fait, on peut les déplacer. Donc je vais le remettre en place. On peut le déplacer, le supprimer. On peut, en saisissant les poignets, on peut élargir ou allonger les ellipses. Vous voyez, vous avez quand même une certaine souplesse. On peut évidemment supprimer et tracer à la main, mais ça on va le voir dans une autre photo. Pour afficher en permanence les zones de pupille, sous la barre d'outils, vous cochez tout simplement toujours afficher les zones de pupille. Alors maintenant, on va passer à une photo avec deux visages. Je vais la remettre à un affichage normal. Donc on voit là qu'il y a une correction qui a été faite sur les quatre yeux. Et si vous regardez dans la sous-palette yeux rouges à droite, vous voyez que l'outil est activé et qu'il a parfaitement détecté quatre yeux, ou quatre yeux, si on fait si on a le droit de faire la liaison, rouge, quatre yeux rouges détectés dans la photo, vous voyez. Et si je désactive l'outil, vous voyez, je clique sur l'interrupteur, on voit que le programme a fait son travail remarquablement, et surtout ce qui est remarquable, c'est qu'il a parfaitement respecté la présence des éclats de lumière, donc la lumière du flash et du plafonnier dans cette photo, dans les yeux. Il ne s'est pas contenté d'appliquer un masque noir dans la pupille qui aurait transformé ces enfants en des monstres de films d'horreur des années 70. Donc en fait, il faut garder l'éclat de lumière dans les yeux, c'est très important. Alors maintenant, on va voir un cas où il y a eu un problème de détection. Donc là, on voit qu'on a vraiment des yeux rouges absolument magnifiques. Alors le phénomène des yeux rouges, c'est tout simplement le reflet de la lumière du flash sur les vaisseaux sanguins qui tapissent le fond de la pupille. Et ce phénomène, il est amplifié par le fait qu'on est dans une pièce peu éclairée, et également lorsqu'on utilise
un flash donc dont l'axe est très proche de celui de l'objectif. C'est le cas de beaucoup de compacts notamment. Donc on va activer l'outil et on va voir ce qui se passe. Donc là, ma petite sous-palette m'indique qu'un seul œil a été détecté sur les trois. Donc là, il y a eu un problème de détection peut-être à cause de la taille, peut-être à cause de l'orientation des visages, mais ça pose aucun problème parce qu'on va pouvoir travailler à la main. Vous voyez, j'ai mon pointeur de souris avec le pictogramme en forme d'œil juste à côté. Je trace tout simplement une zone de pupille. Alors au départ, quand on trace la zone de pupille, on a un cadre. D'accord? Et regardez ce qui se passe quand je relâche. Vous voyez, ce cadre se transforme tout simplement en zone de pupille en forme d'ellipse. Voilà donc encore un œil de corrigé. Ensuite, je reprends la main et je me déplace sur le deuxième visage. Pareil, je trace en englobant correctement l'œil. Il faut vraiment englober l'œil dans sa totalité. Alors si vous n'êtes pas bien centré, c'est pas grave, parce qu'il fait quand même très très bien son travail. Vous voyez, même chose ici. Et voilà. Fermé, photo corrigée. On va revenir à un affichage normal. C'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Voilà donc pour la correction des yeux rouges qui peut fonctionner de manière entièrement automatique ou alors de manière semi-automatique, c'est-à-dire que vous tracez vous-même les zones d'intérêt. Alors je clique sur l'onglet Organiser et je vais passer dans un autre projet avec un certain nombre de photos que je vais vous montrer. Alors le micro contraste, ça sert à quoi en fait, cette commande de micro contraste qu'on trouve notamment dans la palette outils essentiels sous contraste. En fait, le micro-contraste, c'est tout simplement un outil qui va vous permettre de révéler les textures et les plus fins détails. Alors ici, le micro-contraste n'est pas activé, il n'est pas activé par défaut. Donc là, on a quand même une image qui est déjà à l'origine, qui est déjà relativement piquée. De plus, on a l'optimisation du piqué qui est mise en œuvre automatiquement avec le module optique DxO qui fait un très très bon boulot pour renforcer la netteté de vos images. Et là en plus, cette photo a été faite avec une DxO One, donc qui est un petit bijou, une petite tuerie du point de vue qualité d'image. Alors, le micro-contraste, jusqu'à présent, vous voyez, je le prenais, le curseur, et je l'ajustais vers la droite pour renforcer les textures et vers la gauche pour diffuser les textures, par exemple lorsqu'on a lorsqu'on veut adoucir un visage. C'est une bonne astuce à connaître. Regardez, je vais faire avant-après. Donc là, j'ai un micro-contraste élevé quand même à plus 40. Et là, j'annule la correction. Je la laisse quelques secondes pour voir la différence. Est-ce que mes amis organisateurs peuvent me confirmer qu'il n'y a pas de lag ou pas trop de lag dans les comparaisons? Ça a l'air d'être OK. Donc voilà le micro-contraste. Alors, le micro-contraste, ça marche très très bien. C'est vraiment un outil que je vous recommande pour toutes les photos de ce genre, les photos d'architecture, la photo industrielle, le sport, les véhicules, les paysages. C'est vraiment un outil universel et quasi indispensable aujourd'hui. Surtout qu'aujourd'hui, la mode, c'est quand même des images qui sont très péchues. Mais en mode manuel, en fait, le micro-contraste, en fait, c'était un petit peu, on savait pas trop combien il fallait en mettre, est-ce que c'est trop, c'est pas assez, en fonction du sujet. Alors, on avait tendance à tâtonner. Et OptiX Pro vous permet de dégrossir le travail en vous proposant un nouveau mode automatique. Ce nouveau mode automatique, en fait, ne s'applique pas avec l'autoréglage DxO par défaut quand vous ouvrez l'image, mais que vous pouvez rajouter par la suite. Vous voyez, vous allez dans la sous-palette contraste et à droite du curseur micro-contraste, vous avez une petite baguette magique. Vous cliquez dessus et vous obtenez un renforcement du micro-contraste qui est toujours relativement modéré. Là, on reste sur 16. En général, c'est sur un fichier RAW, c'est suffisant, je pense, dans beaucoup de cas, parce qu'il faut penser que vous allez également accentuer la netteté de vos images derrière
soit avec l'optimisation du piqué des modules optiques DxO, soit avec l'outil d'accentuation de la netteté manuelle. Donc attention quand même de ne pas aller trop loin, et je pense que le micro-contraste automatique est vraiment une bonne base de travail. Alors, il a une particularité, ce micro-contraste automatique. Qui dit automatique chez DxO dit que derrière, il y a quand même une certaine intelligence. Que se passe-t-il si vous appliquez un micro-contraste automatique à une photo avec un visage? Regardez, là, je vais appliquer du micro-contraste et vous voyez, il reste à 0. Pourtant, c'est un fichier RAW, on est à 0. Je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre une photo à haute sensibilité. Alors cette photo, je crois, a été prise d'après les EXIF, voilà, à 12800 ISO. Donc il y a du grain qui est très bien maîtrisé, très bien traité par Optix Pro. Et que se passe-t-il maintenant si j'applique malgré tout un micro-contraste automatique qui pourrait également faire remonter la granulation? Vous voyez, le curseur reste sur 5. Maintenant, je vais passer à un JPEG et là, je vais appliquer le micro-contraste automatique sur mon JPEG et je suis également à 5. En fait, si Optix Pro 11 détecte la présence d'un visage, il va limiter la correction du micro-contraste. Si il détecte du bruit dans l'image, il va également limiter le niveau de micro-contraste, l'intensité du micro-contraste, et si l'image est un JPEG, il va également y avoir une limitation automatique. Pourquoi? Parce qu'en théorie, un fichier JPEG, c'est un fichier qui a déjà été traité. Voilà donc un micro-contraste automatique mais intelligent qui protège vos visages, vos images avec du bruit, enfin en tout cas les images prises à haute sensibilité, et également les JPEG. Donc voilà pour le micro-contraste automatique, très utile. Je m'en sers quasiment tout le temps pour au moins comme base de départ, et ensuite éventuellement j'ajuste à la main. Alors dernier point pour ce soir, on va faire un petit tour, rendre visite à une vieille connaissance, mais une vieille connaissance qui se bonifie avec le temps. C'est tout simplement la réduction du bruit avec non pas de nouveaux outils, mais des algorithmes et des performances améliorées. Donc je vais chercher mon projet Prime. Je retourne dans l'onglet personnalisé. Alors Prime est arrivé avec DxO Optix Pro 9 et c'est un outil de réduction de bruit qui est sans concession par rapport à la réduction de bruit standard d'Optix Pro, donc qui est le mode HQ rapide. En fait, le mode HQ rapide fait déjà du très très bon travail pour la réduction du bruit. Vous pouvez voir l'agrandissement ici de l'image dans la vignette. Vous voyez, c'est une photo qui a été faite, je crois, laissez-moi vérifier, oui, à 12800 ISO également. On va donner juste un petit coup de zoom dans l'image. Vous voyez, regardez par exemple dans le noir ici, vous voyez, je vais tout simplement désactiver temporairement la réduction de bruit. Vous voyez, ça c'est avant et ça c'est après. Donc là, on est en mode HQ rapide. En fait, le mode HQ rapide, pourquoi rapide? Parce que c'est le compromis entre qualité et performance pour un affichage en temps réel à l'écran, ce qui n'est pas possible avec Prime. Pour utiliser Prime, vous ne pouvez pas voir son effet directement dans l'image. La seule possibilité, c'est d'observer ce qui se passe dans la loupe qui se trouve à droite. Alors je vais cliquer sur Prime. Donc on voit mon petite flèche rotative qui indique que les calculs sont faits pour corriger le bruit avec les algorithmes de Prime, mais uniquement dans cette fenêtre de 260 pixels de large. Après, pour appliquer cette correction à votre image, il faudra l'exporter, tout simplement. Donc, vous voyez, si je clique, alors ça c'est possible que sur la version Mac. Vous voyez, donc là je clique dans la loupe et on peut voir le grain coloré, les artefacts colorés. Je relâche, je vous laisse le temps, voilà, ça c'est après maintenant.
Alors j'espère que vous voyez quelque chose. De toute façon, on va comparer tout simplement l'original avec un TIFF exporté et traité avec Prime que j'avais préparé à l'avance. Donc je désactive la correction de bruit et je compare avec cette photo. Donc à droite, c'est l'image avant correction. Vous voyez donc tous ces paquets de pixels rouges. Il y a du vert, du bleu, il y a vraiment toutes les couleurs. Et regardez à gauche, sur le TIFF qui a été traité avec Prime, c'est remarquablement bien traité. Et vous voyez, en plus, il n'a pas du tout confondu les gouttelettes d'eau avec du bruit. Parce que l'avantage de Prime également, c'est la préservation des détails et la préservation des couleurs. Vous voyez, il n'y a pas de dérive de teinte pour la bonne et simple raison que Prime en fait va prendre tout son temps pour traiter les images. Alors dans la toute première version, il fallait parfois plusieurs minutes pour traiter un fichier RAW à l'exportation. Ça a été amélioré d'environ 2 fois, je crois, de mémoire dans la version 10 et dans la version 11. Les performances ont été également améliorées jusqu'à 4 fois sur certaines machines. Évidemment, ce sont les machines les plus puissantes qui en bénéficient le plus, bien entendu. Hein, mais cette amélioration des performances, elle a un avantage pour vous, c'est qu'elle va vous permettre d'utiliser Prime dans un travail quotidien. Alors qu'avant, c'était plutôt un travail exceptionnel sur une sélection de quelques images. Là, vous allez vraiment pouvoir commencer à l'utiliser régulièrement et obtenir les meilleurs résultats possibles. Ce qui a été amélioré également, c'est le traitement de l'image au niveau de la préservation des détails. Je vais vous montrer un autre exemple. Donc vous voyez la différence là dans le ciel de cette photo. Je vous la montre à sa taille normale et je zoome dedans. Vous voyez donc au niveau des nuances, de la finesse, toutes ces nuances, il n'y a pas de dérive de couleur. Regardez également au niveau des détails, regardez toutes ces structures, tout est parfaitement conservé. Hein. J'espère que vous voyez bien la différence. Je vous laisse quelques secondes pour apprécier. Donc en fait à droite on a le fichier RAW original sans la correction Prime et à gauche on a avec la correction Prime. Vous voyez, on n'a pas de phénomène de lissage exagéré de l'image. Si vous trouvez que les résultats sont trop lissés, par exemple, vous avez bien entendu la possibilité de les retoucher avec le curseur luminance. Vous pouvez également changer la zone visible dans la loupe. Hein. Vous cliquez sur cet outil à droite et vous cliquez dans un endroit de l'image et le temps que ça charge, vous pouvez voir la photo traitée. Alors là, c'est la photo avant traitement, la photo brute, avec tous ces artefacts colorés qui sont quand même assez nombreux. Et ensuite, la photo traitée. Donc voilà pour DxO Optics Pro 11. Donc on aura vu un mode plein écran avec des outils qui vont vous permettre de trier vos images et de bien exploiter vos filtres, notamment au niveau de l'explorateur de fichiers, avec les notes, avec les attributs, les statuts conservés, rejetés et neutres. On aura vu également la mesure spot qui permet de pondérer l'exposition de vos images, notamment si vous avez des visages qui sont présents, puisque maintenant Optics Pro intègre des algos de détection de visage qui vont servir donc pour cette mesure spot et qui va également servir pour la détection des yeux rouges et également pour contrôler les effets du micro-contraste automatique, donc qui est également l'autre nouveauté d'Optics Pro 11, plus ce Prime QV 2016 qui est à la fois plus performant pour être enfin utilisé de manière plus fréquente, plus performant et également avec des résultats de meilleure qualité.